Eh bien, merci de m'avoir invitée. Je remercie le C2DS et justement le club ACV que je puisse partager ce travail sur l'impact environnemental du prélèvement sanguin. Dans ce travail, j'ai été accompagnée par une biologiste, le docteur Carole Sanchez, et moi-même. Donc, je suis praticien hygiéniste, responsable de l'unité de prévention du risque infectieux sur l'établissement et également présidente de la commission développement durable qu'on appelle plutôt maintenant transition écologique. Donc, je vais évoquer finalement le prélèvement sanguin avec une vision à la base sur la pertinence et pour mettre en avant, si vous voulez, se servir de l'éco-soin pour avoir un travail sur la pertinence de l'acte. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc, l'hôpital du Pays Salonnais, c'est un établissement de taille moyenne avec MCO, 350 lits, un bloc, une réa, un centre aussi de gérontologie. On est engagé dans une démarche éco-soin depuis 2019. Donc, en 2019, notre réflexion s'est portée sur un travail sur l'acte infirmier universel, quotidien et banalisé, à savoir le prélèvement sanguin, parce qu'on avait déjà quand même axé la commission sur tout ce qui était énergie, bâtiment, etc. Et là, on a découvert une nouvelle facette, si vous voulez, c'était qu'en fait, on voulait impliquer vraiment les professionnels dans une démarche qui les touche, parce que cette étude, forcément, elle s'adressait à un large panel de professionnels. On avait l'intention, avec cette analyse de cycle de vie, de provoquer une prise de conscience collective de l'impact d'un soin qui est emblématique et avoir l'impact sur l'environnement. Et du coup, à terme, on espérait pouvoir réduire l'impact environnemental de l'hôpital. Donc, l'analyse de cycle de vie du prélèvement sanguin à proprement parler. Donc, comme vous le savez, une analyse de cycle de vie, on a l'analyse de la fonction, on a l'analyse de l'ensemble du cycle de vie et ensuite l'analyse sur les impacts environnementaux. Donc, pour mener à bien cette analyse qui a eu lieu en 2019, je vous le rappelle, on a été accompagné par une agence en conseil de développement durable qui s'appelle Primum Non Nocere, avec le soutien de la NFH. Donc, vous avez, si vous voulez, toutes les étapes. On a décortiqué, comme le principe d'une ACV, le soin, selon toutes les étapes du prélèvement sanguin. Donc, ça va de la prescription, le lavage des mains, la désinfection, la préparation du matériel, etc. On va aller même jusqu'à la désinfection du garrot, puisque ça rentre complètement dans le soin. La mise en sachet et l'envoi de résultats. Donc, seuls les onglets en vert ont été pris en compte. Il faut savoir qu'on est parti sur un prélèvement avec 5 tubes et on a volontairement soustrait l'ACV au niveau vraiment de l'analyse dans les machines. L'agence, à l'époque, elle nous a dit qu'elle n'était pas en capacité de pouvoir analyser vraiment ce qui se passe au niveau des machines et l'impact environnemental d'une machine dans un laboratoire. Donc, je vais vous dévoiler les chiffres qui sont assez saisissants. Donc, pour un jour du coup de prélèvement sanguin, on en était en consommation d'eau à 1300 litres juste pour une journée. Donc, là, je vous présente des chiffres qui sont volontairement vulgarisés parce que dans une ACV, on peut avoir énormément de paramètres. Nous, on a choisi de se concentrer sur des choses qui marquent et c'est comme ça qu'on avait communiqué et qu'on a fait tout notre travail derrière. C'est en se basant sur des chiffres qui marquent et qui soient facilement assimilables
pour tout le personnel de l'hôpital. Donc, on s'est basé sur l'épuisement des ressources, notamment sur l'eau, et sur l'impact changement climatique avec l'équivalent CO2. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Donc, vous voyez les chiffres. Donc, un jour, c'était à peu près 230 prélèvements, et sur un an, on est à 85 000 prélèvements. Donc, la consommation en eau, elle est pour un petit établissement comme le nôtre, quand même, pour un an, uniquement sur le prélèvement sanguin, l'équivalent de 1,5 piscine municipale, et quand même l'équivalent CO2 de 12 tours du monde en avion. Donc, fort de ces résultats qui nous avaient quand même paru énormes à l'époque, on a décidé, en fait, de créer un sous-groupe éco-soins qui émanerait de la commission de transition écologique. Donc, c'était le début de cette commission. On a choisi un groupe qui était multidisciplinaire parce que c'était bien d'avoir vraiment tous les corps de métier qui sont impactés, si vous voulez, pendant la prise en charge du patient, qu'ils soient représentés. Donc, vous voyez le laboratoire, évidemment, des aides-soignantes parce que aussi elles sont impliquées vraiment pas forcément dans le prélèvement sanguin, mais elles étaient intéressées, donc on les a embarquées aussi, des IDE, médecins. Alors malheureusement, il n'y avait pas de S à médecin. J'ai réussi à avoir qu'un médecin dans le groupe, mais malgré tout, comme il est actif, c'est très bien. Pharmacien, cadre de pôle, ça on a l'avantage d'avoir un cadre représentant de chaque pôle. Un membre de la direction des soins également, c'est important. Le référent de l'unité de prévention du risque infectieux, pour le coup, c'était moi. Et un éco-délégué de l'école d'IPSI et d'IFAS, parce qu'ils ont aussi des délégués, des élèves qui s'impliquent, et je trouvais que forcément la nouvelle génération, c'était intéressant de pouvoir les amener justement vers cette réflexion. Donc, fort de cette création de cette sous-commission, le but c'était de définir un plan d'action sur la durée, parce qu'on savait qu'on n'allait pas changer forcément les choses en un instant. Donc, est-ce que malheureusement, 2019, ensuite, on a eu les résultats fin 2019. 2020, 2021, vous savez, c'est les années Covid. Donc, on a pu vraiment reprendre les actions du groupe qu'en septembre 2021. Et en premier lieu, la direction des soins a souhaité travailler sur le moment du prélèvement sanguin. En fait, les prélèvements sanguins étaient réalisés auparavant par les infirmières de nuit. Donc, les prélèvements étaient faits juste avant le départ de l'IDE de nuit. Donc, ça veut dire qu'elles étaient faites entre 5h30 et 6h30 du matin. Donc, le fait de décaler ce prélèvement aux équipes de jour, il a été repoussé d'1h30, ce qui nous a permis de réduire les doublons de la nuit, de réduire le nombre de tubes non conformes, parce que le temps que tous les prélèvements soient faits, c'était envoyé au laboratoire par les équipes de jour. Donc, on arrivait parfois à avoir des prélèvements qui étaient qui avaient plus de 2 heures de prélèvement, donc on était plus conforme. Et surtout aussi, on a travaillé sur le mieux vivre à l'hôpital, puisque le patient n'est plus réveillé pour sa prise de sang. En plus, pas forcément pour un soin très agréable d'être réveillé pour être piqué. On a travaillé ensuite, vous voyez, chaque année, on a mené des actions. Et donc, en 2022, on a choisi de travailler sur la modification du matériel. Et l'objectif, c'était de diminuer, de faire prendre conscience aux infirmières qui font les prélèvements que de piquer avec une ailette ou de piquer avec une aiguille signal, donc une aiguille droite, ça a un impact quand même important, puisque on a mené cette campagne d'information avec le dispositif à ailette, vous voyez, pour lequel on a l'équivalent CO2 de 8,5 km en voiture, tandis que par la voie directe, c'est 6 km. Donc, en multipliant forcément, comme je vous le disais, par 85 000 prises de sang par an, on arrive à avoir des impacts très, très important sur notre équivalent CO2. Donc ça, c'est passé par cette campagne d'information. Le labo est passé aussi dans les services pour rappeler qu'on avait une empreinte carbone différente de 40%, ce qui est quand même important. Accessoirement, il y a également un gain financier à passer par des aiguilles droites.
Donc en 2013, en 2023, pardon, 2013, on a choisi de passer sur les corps de pompe, remplacer les corps de pompe à usage unique par les corps de pompe réutilisables. Donc, à peu près, en 2022, on était sur 60 000 corps de pompe à usage unique qui étaient jetés. En 2023, on est passé de 21 000 usages uniques jetés associés à 3 140 unités réutilisables. Alors, pourquoi ces chiffres? C'est parce qu'en fait, les urgences, on avait choisi de ne pas les passer encore à de l'usage unique. On était un peu frileux, c'était pas le moment de passer à l'usage unique. Donc, 2024, ils sont encore à l'usage multiple, pardon. 2024, les urgences sont encore à l'usage unique, mais comme on a un circuit, si vous voulez, désormais, on a quand même suffisamment de corps de pompe réutilisables. On a utilisé que 1420 unités réutilisables sur l'année 2024. Donc, cette opération qui s'est faite à coût équivalent a eu un impact déchets très important puisque on économisait en 2023 plus de 30 000 corps de pompe et donc ça représente quand même 95% de plastique en moins dans les dasseries. Pourquoi dans les dasseries? Parce que quand les corps de pompe sont montés sur les aiguilles, elles sont solidaires, on ne peut plus les éjecter à la différence du corps de pompe réutilisable. Et donc, du coup, tout va en dasserie systématiquement. Donc, ça fait quand même 100 kg de dasserie en moins, ce qui est quand même encore très intéressant. Pour avoir un impact encore plus important, il fallait faire une grosse campagne de communication. Donc, j'ai présenté cet ACV en CME. Donc, il y a eu une grosse stupeur chez les prescripteurs qui se sont dit « Ah oui, mais quand je prescris un bilan en disant « Fais toujours un bilan, ça n'engage à rien, on verra bien », eh bien, en fait, non, il y a un impact rien que sur un bilan, il y a un impact. Et donc, je trouve que lors de ces CME, parce que je l'ai présenté plus d'une fois, on avait toujours des échanges et des réflexions qui étaient amenées par différents prescripteurs. On a fait des articles dans le journal de l'hôpital aussi, donc vous voyez, en novembre 2021, sur les informations de la création de ce groupe éco-conception des soins. On a fait des campagnes aussi lors de la semaine avec des stands sur le développement durable pour rappeler qu'un soin, ça a un impact et que ce n'est pas forcément transparent en termes de développement durable. Donc là, tout ça, c'était notre campagne de communication. Le laboratoire a continué à travailler et donc du coup, on a eu des impacts qui ont été assez conséquents puisqu'on a quand même trouvé 30% de moins de prélèvements par dispositif à Ailette en 2023, ce qui est quand même juste avec une campagne d'information qui est quand même intéressant. Et le laboratoire a changé ses automates, ce qui nous a permis quand même de réduire le nombre de tubes de 23% entre 2020 et 2023. Donc, avec les mêmes tubes, ils peuvent faire des analyses, les mêmes analyses. Voilà, à peu près, je crois qu'on était passé de 5 tubes à l'origine à 3 à peu près. Et on est désormais sur de la chimie sèche, ce qui permet aussi l'économie de 1000, on va dire un peu plus de 1000 mètres cubes d'eau par an avec cette technique de la chimie sèche. Donc, il était prévu qu'il change d'automate. Ça a été l'opportunité, en fait, de mettre également en avant cet impact. Donc, pour résumer, en fait, si vous voulez, on a eu 5 ans d'action. 2019, c'était le choix de l'analyse de cycle de vie. Ensuite, 2020, l'étude qui a été faite par le cabinet, qui a duré environ 6 mois, parce qu'un cycle, une ACV, ça demande, surtout à l'époque, je pense que les choses ont évolué désormais, mais on avait besoin d'avoir des bases de données. On n'avait pas encore toutes les bases de données, donc il a fallu faire énormément d'échanges quand même avec le cabinet de conseil. On a revu, du coup, je vous disais, en 2021, l'organisation
interne du prélèvement sanguin dans les services. Les campagnes d'information qui ont suivi donc 2022 et 2023, le changement du matériel par des comptes de pompes à usage multiple. Donc là, c'est un tableau qui représente, si vous voulez, l'évolution des dossiers. Donc, vous voyez qu'on a eu, depuis la communication et depuis l'information, on a une baisse constante, en fait, des prélèvements, malgré, je le précise, une augmentation du nombre de séjours. On a une diminution de piquants essentiellement sur les ailettes, mais il faut rappeler que ça nécessite quand même un travail constant parce que, vous voyez, ça diminue, mais on aurait en 2024 une légère augmentation après une forte baisse en 2023. Donc, tout ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ensuite, on a pu, si vous voulez, le transformer en impact et en économie réelle selon la CV. Et donc, ça, on avait communiqué ensuite à tout le monde. Et grâce à toutes nos actions, on a réduit en fait de 1700 prises de sang en moins malgré des journées d'hospitalisation et des entrées supplémentaires, comme vous le voyez. Donc, on avait quand même 3500 journées d'hospital en plus et des entrées à 3200 aussi. Et en économie annuelle, on était à 9 mètres cubes d'eau et l'équivalent de 10 000 km en impact CO2, 10 000 km en voiture. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très encourageants, qui ont été remontés dans plusieurs instances et je sais que tout le monde se satisfait de ces chiffres. En 2024, on a aussi, c'est moins important, mais on a quand même 1000 prises de sang en moins avec un petit peu moins de journées d'hospice, mais toujours ces entrées, 1600 entrées. Et on sait que les entrées, c'est là où on fait quand même le nombre de bilans le plus important. Donc, on est vraiment sur une dynamique de réduction du nombre de prélèvements sanguins qui se confirme sur ces 2 dernières années. Donc, on a une diminution de l'impact environnemental du prélèvement sanguin, on l'a montré, mais aussi on a une épargne sanguine pour le patient parce qu'en fait, c'est un sujet également parce que quand même, à force de faire des prélèvements, à force de faire des tubes, on a quand même des patients qui se retrouvent avec des bilans qui sont faits très, très, très régulièrement. Donc ça aussi, c'est un sujet. Donc, les plans d'action, j'en termine par, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on prévoit un déploiement des corps de pompe réutilisables aux urgences. Maintenant, j'ai réussi à accrocher, entre guillemets, des urgentistes, puisqu'on fait d'autres travaux en parallèle sur des éco-soins aux urgences. Et donc, avec un nouveau cadre et cette petite équipe engagée, on va pouvoir déployer les corps de pompe réutilisables aux urgences. On poursuit par les campagnes de sensibilisation, donc auprès des prescripteurs. On a un travail sur les prescriptions des examens IH, donc avec une diminution du nombre de tubes et des coûts. On voudrait travailler, mais ça, je vous en parle aussi c'est en parallèle, la prescription des ECBU pour avoir une diminution du nombre de milieux ensemencés et du coût de DASRI. Et auprès des préleveurs pour le choix de la bonne aiguille. Et le laboratoire est à la recherche de sachets de transport biodégradables, mais qui soient compatibles avec les normes nécessaires pour le transport de liquides biologiques. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Emmanuel. Extrêmement intéressant, d'autant que, comme vous l'avez dit en début, c'est un acte extrêmement symbolique et très, très massif dans le système de santé. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, donc on a une petite dizaine de minutes de questions-réponses, donc on a le temps vraiment tout à fait de rentrer, Super. voilà, de s'arrêter sur des points de détail ou pas. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Est-il prouvé qu'il soit justifié soit d'utiliser des corps de pompe à usage unique, soit nettoyer comme vous le faites pour les réutiliser? Vous les voyez les questions? Alors, est-il prouvé? Alors, en fait, une fois qu'il est, on ne peut pas déconnecter un corps de pompe une fois qu'il est connecté quand il est à usage unique. Là, en fait, sur le corps de pompe réutilisable, il y a un système pour éjecter l'aiguille.
c'est très dangereux de déconnecter. On a des risques d'accident d'exposition au sang. Donc, moi, et puis le labo ne valide pas. Donc, on est quand même sur des choses qui sont très rigoureuses. Je suis restée sur des recommandations du laboratoire qui nous fournissait les corps de pompe. Voilà. Monsieur ou Madame Pradon, ouvrez votre micro parce que je vois que Ah vous oui. faites un commentaire. Voilà, je pense au problème hygiénique car c'est cela qui induit l'usage unique. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, peut-être pour avoir un échange, parce que dans la zone de dialogue, parfois, c'est un peu laborieux. Vous m'entendez? Oui, très bien, Ah, allez-y. d'accord. Non, non, c'est parce qu'avant, on utilisait des corps de pompe réutilisables comme ce que vous faites maintenant, et puis on est passé à tout hygiénique avec l'usage unique. Et qu'est-ce qui a engendré ça? Est-ce que c'était vraiment prouvé qu'il c'était nécessaire de passer à l'usage unique, en fait? Bon, je pense à l'époque, c'était facilité. Hein. Ouais. C'était une question de facilité. On nous a dit, ah ben ça sera plus hygiénique et en plus plus pratique. Mais il est évident que ces corps de pompe sont trempés après chaque. Ils sont mis dans des bacs qu'on a tous, enfin quasiment tous dans nos établissements, dans des bacs de décompta. Ils sont utilisés une nombre de fois. Nous, on était partis sur un petit nombre de fois. Alors, je ne sais plus de mémoire exactement. On était parti sur, je crois, 2 mois d'utilisation. Essayer de rester sur 2 mois d'utilisation. Après, le labo ne les valide pas sur plus d'utilisation que ça. Je ne me souviens plus de mémoire combien c'est. Dans l'absolu, avec un trempage, on retrouve des normes qui sont acceptables, d'autant que le corps de pompe, il ne touche jamais le patient. C'est pour ça, c'était un peu le sens de ma question. C'est voilà, Il j'ai touche l'impression ni que le c'est plus patient, psychologique, le ni risque l'équipe de psychologique que cuisine. le risque réel. Et bon, et financièrement pour les industriels, je pense qu'ils y ont bien gagné pendant une période et le retour en arrière, parce que là, ça nécessite du nettoyage pour les infirmières. C'est quand même une charge de travail supplémentaire un peu pour elles. Et ça passe Alors, dans cette période de difficulté à trouver des infirmières. Est-ce que c'est c'est pas une charge de travail. Enfin, je vous avoue que, en fait, systématiquement, quand elles font leur tour, elles ont des choses à faire tremper. Donc, il y a toujours un plateau à faire tremper, etc. Ça suit le même circuit. Ça reste à tremper. J'ai eu aucune levée de bouclier en expliquant bien. Je suis allée en SMIRT, j'ai fait un essai dans un service. Il est évident que quand on est passé au corps de pompe réutilisable, ça s'est pas fait comme ça. Et je suis allée enfin je vous disais, en réunion cadre, en SMIRT. J'ai fait valider ça par la directrice des soins, le directeur des soins à l'époque. Et il y a un service qui s'est proposé, le service qui fait le plus en dehors des urgences, hein, le service qui fait le plus de bilan quotidien, qui a bien voulu se lancer. Et en fait, ils ont fait un retour d'expérience ensuite à leurs collègues en disant non, non, mais ça se fait, il n'y a pas de problème. À la base, il y en a eu beaucoup qui ont été perdus parce que par automatisme, on jetait tout. Mais après, enfin, on vient souvent râler pour moi, comme je suis auprès de moi, comme je suis hygiéniste, on vient souvent me voir pour beaucoup de choses, mais là, je vous assure qu'on n'est pas trop venu me voir. Donc, c'est que vraiment, je peux dire que les choses se sont passées assez facilement. Voilà. et j'avais posé une autre question, c'est est-ce que vous pensez passer aussi également sur les tubes de petite taille pour les prélèvements? Alors, vous le faites peut-être déjà, d'ailleurs, ma question. Alors là, je J'ai laisserai a ma collègue priori, de là. biologiste qui n'est pas avec moi répondre, mais je peux lui poser la question. Tube de petite taille. De Ouais. toute façon, Parce on a que nos coordonnées. J'ai votre mail. Ouais, je lui poserai la question. On vous met parce en qu'en lien. tout cas, c'est prouvé qu'il n'y a pas plus d'émoli sur les tubes de petite taille, même quasiment moins, que on peut faire autant d'analyses. Et donc, bien sûr, 2 fois plus petit, 2 fois moins de déchets d'aciérie. Donc, c'est également une solution qui pourrait être pertinente, que je n'applique pas encore. Mais ça fait partie des réflexions qui pourraient être intéressantes. Fabriqué en Allemagne. Alors, je suis pas payée par eux, hein. D'ailleurs, je devrais peut-être demander. Ceux qui proposent, ils fabriquent en Allemagne. Donc, en plus, comme l'impact carbone le plus important, c'est le transport. Enfin, Oui. c'est le transport. Et ben, fabriqué en Allemagne, c'est pas mal. Ou en Alsace, il y a les deux cas. Et voilà. Bon, enfin bon, je fais pas de pub, hein, c'est juste, ça fait partie de mes réflexions. Et pour les sachets, il y a comment ça s'appelle, le groupement d'achat, je sais plus lequel, je sais pas si quelqu'un sait, Reza, je crois, qui propose les sachets LEM, et les sachets LEM proposent, mais alors c'est moyennant financé, je sais pas quel prix, des compacteurs de sachets plastiques qu'ils récupèrent derrière.
D'accord. Et ça pourrait être Je aussi note, je également. note. Et je crois que c'est également fabriqué en Alsace ou en Allemagne. Parfait, bah, c'est noté, vous êtes une source de bonne information. Donc, si vous avez plus d'éléments sur Bah, ces j'ai points-là, monté le groupe surtout. des carboneux en biologie médicale, donc je suis à fond sur ces sujets. Et c'est vrai qu'on échange Absolument, déjà un peu avec. parfait. Ouais, j'ai déjà échangé avec Madame Joseph et Parfait. Donc, on est très preneur parce que ces informations, en effet, là, on les redistribue largement. Alors, il y a peut-être des questions dans la zone de dialogue auxquelles finalement Emmanuel a répondu, mais n'hésitez pas à lever la main si c'était pas tout à fait clair. Je vois qu'il y a une question. Bonjour Emmanuel, as-tu eu une augmentation des déclarations des AEV par piqûre aux projections? Non, pas du tout. J'ai vu, c'est Alban qui demandait ça, c'est ça? Alban Moreau, oui. Alban Moreau, oui, David. Non, pas du tout. Euh, non, il n'y a pas de. Non, parce qu'en fait, je vous dis, la déconnexion se fait par un système d'éjection de l'aiguille. On ne touche pas l'aiguille. Hein. Voilà, c'est quelque chose. Il n'y a aucune intervention. On ne fait pas ça, jamais. On fait ça. Ça se clipse. Et d'ailleurs, si vous voulez, au bout d'un moment, c'est ce système de clip qui est moins efficace et on jette le corps de pompe en fait. La question de Jeanne Muret, justement, combien de fois on peut réutiliser le corps de pompe? Réutilisable, pas celui qui est. Alors, je crois que le labo dit 10 fois, Hmm. et nous, on les utilise plus. Voilà, voilà. Nous, on était partis, je vous dis, sur 2 mois, mais en nombre de fois, combien ça représente, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas fait d'études, plusieurs fois. La prise de conscience collective a-t-elle eu lieu? Ce travail a-t-il engendré des initiatives? Alors, c'est un petit peu ce que vous avez quand même présenté, mais peut-être vous pouvez répondre. Alors, la prise de conscience collective a eu lieu, ben oui, au niveau des prescripteurs, on l'a vu, puisqu'il y a moins de bilans qui sont prescrits. On a finalement, cette ACV, elle a été à l'origine de la création du groupe EcoSoins. Et depuis, on est un groupe qui est actif, puisqu'on a fait comment dirais-je, des actions sur l'éco-toilette. On a fait des actions sur le passage sur du matériel réutilisable, notamment les sets de pansement, les choses comme ça qui étaient à usage unique et qui sont sur réutilisables. Je crois que je les avais présentées d'ailleurs un petit peu ces actions-là à un autre club C2DS. Donc oui, ça a été une prise de conscience collective et un élan. Alors, le corps médical est moins enflammé, on va dire, que les paramédicaux, mais j'ai quand même des gens qui dansaient. En fait, si vous voulez, c'est vrai que le corps médical avait plus de difficultés pour pouvoir venir dans les réunions, des choses comme ça. Mais je sais que quand je vais en service et quand j'échange, j'ai des suggestions, j'ai des idées, j'ai toujours des gens qui m'ont identifié en plus d'hygiéniste comme justement sur le référent en éco-soins et qui me disent on pourrait travailler là-dessus, on pourrait travailler là-dessus. Donc en fait, la communication est très importante parce que justement, ils savent que ça bouge sur l'hôpital et qu'on nous sollicite pour différents travaux. Voilà. D'accord. Une dernière question. Alors, est-ce que peut-être parmi les questions techniques qui sont dans la zone de dialogue, si Emmanuel n'a pas bien répondu, Alors, qu'est-ce la qu'il y main a? pour la poser en direct, peut-être, en 1 minute. Jetez un coup d'œil ou manifestez-vous en levant la main si en effet elle n'y a pas répondu de façon satisfaisante. Moi, j'avais une petite question sur l'usage des ailettes. Dans quel cas est-ce que ça reste recommandé? Les En ailettes pour fait, le prélèvement. bonjour Emmanuel. Dans quel cas, en fait, l'usage des ailettes, on les laisse quand même sur des patients, notamment les courts séjours gériatriques, des gens qui sont plus difficilement piquables. Moi, je pique pas, donc c'est difficile pour moi et j'aime pas trop imposer les choses. Je sais que quand on impose, ça marche pas. C'est pas, voilà. Moi, le travail, c'était plus sur faire prendre conscience aux gens que cet impact d'ailettes, ces ailettes, elles ont un impact plus important. Donc, à choisir entre deux, quand on est un petit peu border, qui choisissent plutôt un prélèvement par voie directe. Mais
c'est pas moi qui vais piquer. Donc je peux pas, je suis pas légitime pour dire mais vous avez qu'à piquer tout le monde en aiguille droite. C'est pas, voilà, je suis pas, parce que les gens auront raison. Ils vont me dire mais c'est pas toi qui pique, ma grande. Donc du coup voilà. Donc moi mon but c'était que les gens se rendre compte que c'est pas qu'une histoire, parce que souvent ce qu'on en a comme argument c'est ça coûte moins cher. Moi je suis pas dans c'est pas mon boulot voilà, je suis pas gestionnaire d'établissement. Ce que je voudrais c'est que vous preniez conscience que c'est un impact plus important, voilà, et que quand on a le choix, évidemment que quand on n'a pas le choix, on pique avec des ailettes et vous voyez, de toute façon on a des quantités quand même d'ailettes qui sont quand même encore importantes. J'ai pas les chiffres en tête, mais on n'a pas supprimé les ailettes et c'est pas du tout le but de supprimer les ailettes du